et c'est une suite du contact avec la municipalité de Périgueux. J'ai tout de même demandé à Roland Ris, notre maire, par rapport à cette histoire, qu'il ne connaissait pas, bien entendu, comme personne ne la connaissait, qu'on déclare la tombe de Charles Mangol, tombe d'honneur dans la ville de Strasbourg, ce qui a été fait en 2011. Donc aujourd'hui, comme celle de Marcel Weinum, la tombe de Charles Mangol a été déclarée tombe d'honneur dans la ville de Strasbourg. C'était bien le moins qu'on pouvait faire en sa mémoire. Alors, vous allez me dire qui était Charles Mangol. Alors, tout est écrit là-dedans, ça m'a demandé beaucoup de boulot, je peux vous le dire. Alors, je vous lis le petit texte que j'ai fait à la demande de Léon Strauss, que vous connaissez, qui a participé à un énorme livre qui est sorti en 2015 et qui s'intitule « Les fusillés » entre 1940 et 1944, qui répertorie tous les fusillés en France, mais fusillés après avoir subi un procès, c'est-à-dire une sanction juridique, parce que là-dedans ne figurent pas tous ceux qu'on a liquidés autrement, comme ça, sans autre forme de procès. Donc c'est un énorme livre qui est sorti aux éditions de l'Atelier à Ivry-sur-Seine en 2015. Alors j'ai rédigé cette petite fiche, qui est une synthèse. Alors je vais vous la lire. On peut éventuellement commenter certains passages si vous le souhaitez. Fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, militant de la SFIO, résistant, né le 21 août 1891 à Ostwald, dans le Bas-Rhin, fusillé le 12 août 1944 à Périgueux. Effectue la plus grande partie de sa scolarité sous régime allemand au collège Saint-Joseph de Matzenheim, dans le Bas-Rhin. En 1914, âgé de 23 ans, ne répond pas à l'ordre de mobilisation générale des autorités militaires impériales allemandes et déserte. Sa démarche est jugée irrecevable car l'armée française ne peut intégrer des sujets allemands. S'engage alors à la Légion étrangère et rejoint le régiment de marche d'Algérie, le RMA, régiment de marche d'Algérie. Est envoyé dans les Dardanelles dès 1915, prend part à la bataille de Gallipoli, est versé en 1917 au 3e régiment de marche de Zouave en Algérie à Constantine, puis à Sidi Bel Abbès. Est transféré ensuite à Verdun, où il reste jusqu'à la fin de la guerre en 1918. Est blessé à 6 reprises sur les champs de bataille. La paix revenue, épouse dès son retour à Strasbourg Anne Schweitzer. Entre 1919 au ministère des Affaires étrangères, il entre en 1919 au ministère des Affaires étrangères, est détaché à l'Office de vérification et de compensation, ça s'appelle l'Office des biens et intérêts privés, qui est un organisme dépendant de la commission des réparations mise en place par le traité de Versailles, installé en Alsace, à Colmar et à Strasbourg. Rencontre en 1923 Yvonne Serret, qui deviendra sa compagne, et lui donnera un fils en 1924, Jean-Paul Serret Mangol. C'est-à-dire qu'il épouse Anne Schweitzer, il ne divorcera pas d'Anne Schweitzer, mais il va rencontrer une autre femme, Yvonne Serret, qui va donc devenir sa compagne, et qui lui donnera un fils en 1924, Jean-Paul Serret Mangold, qui est décédé l'année dernière, que nous connaissions bien, et qui m'a donné tous ces documents, qui m'a énormément aidé pour la rédaction de ce livre, et qui est décédé l'année dernière, et sa fille Dany, dont j'ai parlé tout à l'heure, est décédée quelques semaines après. Ils sont tous les deux enterrés dans un cimetière de Périgueux. Donc je poursuis le texte. Membre actif de la SFIO, milite à la section de Strasbourg. Il est un proche de Marcel Edmond Nijlen, à ce moment-là premier adjoint au maire de Strasbourg, futur ministre et gouverneur général de l'Algérie après la Seconde Guerre mondiale. Donc, Mangold, excellent connaisseur de l'Allemagne, du national-socialisme en particulier, fait partie tout au long des années 1930 de ceux qui avertissent de l'extrême danger nazi
et qui, de ce fait, ne soutiennent pas la ligne pacifiste au sein de la SFIO. Lors de la déclaration de la guerre en septembre 1939, est évacué avec son administration d'Ordogne, réside à Périgueux et fonde le groupe d'entraide des réfugiés d'Alsace, que l'on appellera le GERAL. Est intimement convaincu qu'il faut résister à l'envahisseur nazi, en lien avec l'implantation du mouvement Combat en Dordogne, en octobre 1942, et avec l'invasion par les troupes allemandes de la zone sud au mois de novembre suivant, il entre avec le nom de code vernois officiellement dans la résistance en rejoignant le groupe Roland, dépendant de l'armée secrète. Tout au long de l'année 1943, les principaux responsables de l'armée secrète en Dordogne sont arrêtés et déportés. Et la plupart fusillés d'ailleurs, je le dis en ouvrant la parenthèse. Charles Mangol monte alors en puissance et tient pendant presque 24 mois d'engagement direct dans la résistance deux fonctions importantes. Chef de l'armée secrète de Périgueux de janvier à juillet 1943, puis chef de l'armée secrète de Dordogne-Centre, qui est un très vaste territoire de ce département, de juillet 1943 à août 1944. Repéré par les services nazis, il entre avec son fils dans la clandestinité, fait partie du corps franc Roland, bras armé du groupe du même nom, dont il est l'inspirateur et le principal responsable. A à faire face, dans ses fonctions, à plusieurs vagues d'impitoyables répressions de la part des forces d'occupation, résistant au grand charisme, dont l'autorité, la compétence, la grande bienveillance sont unanimement reconnues de tous, tombe cependant une semaine avant la déroute et le départ des nazis de Périgueux, arrêté sur une dénonciation aujourd'hui encore anonyme, le 7 août 1944, alors qu'il circule à vélo sur la route venant de Bordeaux et qu'il s'apprête à entrer dans Périgueux. Interrogé, longuement torturé, essaye de se suicider dans sa cellule pour être sûr de ne pas parler, finalement fusillé le 12 août en compagnie d'autres résistants dans l'enceinte de la caserne du 35e régiment d'artillerie à Périgueux. Le bâtiment existe d'ailleurs toujours aujourd'hui à Périgueux. Son corps est ensuite jeté dans une fosse commune et récupéré par la famille quelques jours après le départ des Allemands le 19 août. Promu au grade de commandant des FFI le 5 août précédent, la Légion d'honneur lui est décernée en 1945 à titre posthume, titulaire de 12 décorations au titre des services militaires rendus à la patrie au cours des deux conflits mondiaux. Que faut-il rajouter de plus? Alors, je précise donc, après l'énorme cérémonie qui a eu lieu quelques jours après, dont je vais vous montrer une photo dans quelques instants, une fois que les corps auront été récupérés, dont le sien, il sera enterré dans l'un des cimetières de Périgueux, le cimetière Saint-Georges. On entreposera d'ailleurs son cercueil dans le caveau d'un de ses résistants, dénommé Favard, qui était coiffeur, et son cercueil va résister là pendant 10 ans. Et en novembre 1954, à la suite d'un accord entre les familles, entre sa femme légitime, Anne Schweitzer, et sa compagne, et Jean-Paul surtout, qui était âgé à ce moment-là donc de 22 ans, qui était lui-même résistant également avec son père, qui a eu une chance énorme de ne pas se faire arrêter avec lui. Le cercueil est transféré au cimetière Saint-Urbain en novembre 1954. Alors c'est dans le livre, hein, j'ai les coupures de presse, j'ai tout répercuté dans le livre. Énorme cérémonie, il y avait énormément de monde sur le cimetière Saint-Urbain. Charles Altorfer était présent, qui était un résistant également en place à Périgueux, puisqu'il était déjà adjoint de Charles Frey avant-guerre, donc c'est un petit peu Charles Altorfer aussi qui s'est occupé des Alsaciens à Périgueux pendant toute cette période. Donc lui était là, en personne, ainsi que de nombreuses autres personnalités qui sont répertoriées. Et depuis 1954,
ben, il n'y a plus rien eu. Ce que je trouve absolument incroyable. Et alors là, je ne sais pas, c'est peut-être le souvenir français qui n'a pas fait son travail. Moi, je veux bien battre la coulpe de mes prédécesseurs, mais je trouve ça assez inouï. Alors peut-être aussi parce que on a occulté cette mémoire, parce que Charles Mangol était un socialiste, SFIO, mais tout de même, SFIO, membre de l'AS, une organisation tout de même directement rattachée à Londres. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne explication, sincèrement je ne le pense pas, mais je pense tout simplement qu'on n'a pas voulu s'occuper de cette mémoire. Personne ne s'en est occupé, il y avait d'autres soucis, vous le savez bien. Une fois de plus, alors je rebondis là-dessus, au titre de la mémoire, qui est bien passé pour le savoir, Alphonse aussi, Marie aussi, c'est l'incorporation de force. Il n'y a que ça qui, à juste titre, je comprends, c'est une telle catastrophe pour l'Alsace qu'on a privilégié au titre de la mémoire et des célébrations, tout en précisant qu'entre-temps, se sont greffés là-dessus l'affaire d'Oradour-sur-Glane, le procès de Bordeaux, et tout ce qui a tourné autour de ça. Alors, la mémoire de nos résistants, ça a un peu passé au second plan. J'ai envie de le dire comme ça. Et on a oublié, je ne dirais pas sciemment occulté. Non, on n'a pas occulté. Donc, je ne le crois pas, mais on n'a pas eu le temps de s'occuper d'autre chose. Tout en précisant, en plus, qu'après la guerre, et ça je l'ai écrit dans un autre livre, l'histoire des bombardements aériens américains de Strasbourg, pendant cette période, Strasbourg était une ville, 20% du patrimoine immobilier était parti en fumée, il y a eu plus d'1 millier de morts, le moral des gens était dans la cave, c'est vraiment le cas de le dire, les gens avaient d'autres soucis que de procéder à des cérémonies au titre de la mémoire, il fallait survivre, il fallait s'habiller, il fallait manger, il fallait trouver des chaussures, les gens étaient plombés dans leur tête, hein, et puis il fallait faire le deuil de tous ces gens qui avaient disparu. Rien que sur Strasbourg, je vais vous donner quelques chiffres, au rang de l'incorporation de force, uniquement sur la ville de Strasbourg, hein, 1993 tués. Strasbourg, ville, enfin, et l'agglomération, auquel il faut ajouter, à ces 1993 tués, hein, sur le front de l'Est, mais ceux-là, on sait qu'ils ont été tués parce qu'on a retrouvé leurs traces. Hein. Il faut rajouter 1881 disparus, presque autant. Et ceux-là, on ne les a jamais retrouvés. On peut dire Nartutnego, hein, comme ça. En plus d'autres chiffres, 455 Strasbourgeois meurent en déportation. Alors, meurent en déportation, toute catégorie de population confondue. Hein, les résistants, ceux qui ne pensaient pas comme les nazis, etc. Enfin, il y avait toutes sortes de critères qui faisaient qu'on se faisait déporter. Ensuite, 308 sont tués dans les rangs de l'armée française. Alors là, c'est ceux qui sont morts dans l'armée française lors de la bataille de France en 1940, et les autres qui sont morts lors des combats de la libération. On a fait le décompte, 308, je pense que c'est le bon chiffre. 1 millier de Strasbourgeois, en plus, de confession israélite. 1 millier. Ça tourne autour de 1000. On a le chiffre. Vous trouvez ce chiffre au mémorial du cimetière juif de Cronenbourg. Hein. Allez faire un petit tour, c'est extrêmement intéressant. Donc, meurt à Auschwitz, dans les conditions que l'on sait. Pas la peine d'entrer dans les détails. Hein. Sans parler donc, je viens de le dire, des 1035 personnes tuées à Strasbourg en 1943-1944 au cours des bombardements de l'aviation américaine. Terrible bilan. Ça, c'est la conclusion. Terrible bilan. Voilà. Alors, je pense avoir dit l'essentiel. J'ai fait une synthèse sur Charles Mangol. C'était le but de cette réunion. Mais quand je fais ce travail sur Mangol, ça me permet de parler du contexte. Vous comprenez ? Parce que ceci ne peut s'expliquer que dans le cadre d'un contexte. C'est clair. Et l'Alsace est une province qui a peut-être doublement souffert, une région, qui a plus souffert que la Dordogne ou que le Sud-Ouest, à travers précisément l'incorporation de force. Mais par rapport à la résistance en tant que telle, je pense qu'on n'a pas fait moins. On n'a peut-être pas fait plus, mais on n'a pas fait moins que dans d'autres régions. Hein. Ça, il faut tout de même le dire. Et je voudrais dire, et je terminerai peut-être mon propos là-dessus, si vous avez des questions